17 juillet 2024. Le visage de cette jeune femme ne vous dit peut-être rien. Pourtant, en Argentine, il y a du monde qui la connaît, et même qui partage sa vie en quelque sorte. Parce que oui, c'est une influenceuse. Plus de 100 000 personnes la suivent sur Instagram, 60 000 supplémentaires sur TikTok. Et on pourrait donc penser qu'elle mène une vie agréable, et c'est le cas. Sauf que cela va changer. Car durant cet été 2024, il y a une voiture abandonnée qui est découverte dans la banlieue de Cordoba. Elle est à moitié brûlée, mais surtout, à l'intérieur de ce véhicule, il y a un terrible secret. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur et je vais vous raconter une nouvelle affaire criminelle. Mais juste avant, bonne année, puisque c'est la première vidéo de 2025. Alors évidemment, je vous souhaite à tous plein de bonheur pour cette nouvelle année. Et si vous voulez me rendre heureux moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, ça fait super plaisir et ça aide beaucoup. Allez, on commence. Catalina Gutiérrez vient au monde au cours de l'année 2003 dans la petite ville d'Heras, située dans la province de Cordoba, en Argentine. Son père, Marcelo, est un architecte réputé. Il est si brillant d'ailleurs qu'il est capable de subvenir aux besoins de la famille entière uniquement grâce à son travail. C'est pour cette raison qu'Eleonora, la maman, peut se consacrer entièrement à l'éducation de ses deux filles. Catalina évidemment, mais aussi sa sœur aînée, Lucia. C'est un foyer très heureux. Il y a une stabilité financière avec l'activité de papa, une attention toute particulière grâce à la maman, et un amour sans faille de la part des deux parents. Très peu de temps après la naissance de leur deuxième fille, Eleonora et Marcelo décident de s'installer dans une ville bien plus grande que celle où ils vivent actuellement. En effet, le père de famille reçoit de belles opportunités professionnelles depuis Cordoba, la deuxième ville du pays. Ce déménagement ne change rien au bonheur de cette petite famille. Les liens sont forts entre eux, mais il faut bien reconnaître qu'il y a une alchimie particulière entre la fille et son père. Catalina adore la musique et le chant, tout comme Marcelo, et cette fibre musicale les rapproche inéluctablement. Mais l'influence du papa ne se cantonne pas à cela. Sa fille aime le métier de son paternel, à tel point qu'elle décide de suivre ses pas et de devenir, elle aussi, architecte. C'est donc tout naturellement qu'après avoir terminé diplômée du lycée, la jeune étudiante s'inscrit à la prestigieuse université de Cordoba pour étudier l'architecture. La fac est un moment de vie absolument délicieux pour la jeune femme. Catalina est joviale, gentille et toujours partante pour passer du temps avec ses amis. Et des amis, elle en a beaucoup. Vous l'avez compris, les gens adorent cette fille, mais elle apprécie aussi être entourée. Et donc, de manière naturelle, la jeune Argentine décide de plonger dans le monde des réseaux sociaux. Là, elle y partage des fragments de sa vie, ses occupations, ses passions. Donc forcément, il lui arrive de chanter et de partager ses vidéos à ceux qui la suivent sur Instagram ou TikTok. En réalité, c'est une grande partie du contenu qu'elle déverse sur ces plateformes, et cela marche bien pour elle, très bien même. Puisque sur Instagram, au tout début de l'année 2024, il y a plus de 115 000 personnes qui suivent ses aventures, et quasiment 60 000 sur TikTok également. Alors oui, Catalina est une influenceuse. Pourtant, elle ne compte pas en faire son métier. Elle garde les pieds sur terre et son but dans la vie, c'est bien d'être une architecte accomplie comme son père. Et elle a sûrement raison. Pourquoi devenir des mendiants d'internet comme nous sur YouTube, TikTok ou Instagram? Abonnez-vous s'il vous plaît. Bref, Catalina mène une vie très paisible. Elle est quasiment comblée sur tous les plans, y compris en amour. Récemment, elle s'est rapprochée d'un jeune garçon, lui aussi étudiant à l'université de Cordoba, un certain Ezequiel Novio. Leur relation paraît simple, mais heureuse. Catalina l'apprécie énormément, au point qu'il arrive que son petit ami fasse quelques apparitions sur les réseaux sociaux de la jeune influenceuse. Tout va bien donc dans la vie de Catalina. Sauf que le destin va s'en mêler. En ce mois de juillet 2024, la soirée promet d'être belle. Catalina et ses amis prévoient alors de sortir pour s'amuser, afin de profiter des vacances d'été. Ezequiel est évidemment de la partie. La jeune étudiante doit rejoindre son petit ami et tout le reste du groupe au bowling directement. La maman n'aime pas trop que sa fille sorte comme ça, le soir. Il y a cet instinct maternel qui parle. Cordoba reste une ville relativement dangereuse. Mais bon,
Elle a 21 ans désormais. Il serait temps de lâcher du lest. Alors elle accepte de lui laisser son véhicule pour la soirée comme convenu. Catalina grimpe dans la Clio 2 de sa maman et part en direction du centre commercial où se trouve le bowling. Ce qu'aucune des deux femmes ne sait à ce moment, c'est que leurs vies vont totalement basculer. Il est donc environ 21h quand Catalina quitte la maison familiale. Elle dit au revoir à sa mère en lui promettant de lui écrire si elle avait le moindre souci ou si elle devait changer ses plans. Une fois dans la voiture, juste avant de démarrer, l'étudiante envoie un message vocal à son petit ami Ézéchiel pour lui dire qu'elle est en route et qu'elle ne va pas tarder à arriver au lieu de rendez-vous. Mais c'est précisément à cet instant que tout dérape. Ézéchiel a eu pour consigne d'attendre Catalina sur le parking du centre commercial pour rentrer avec elle dans le bowling. Le jeune homme patiente donc, sauf que sa petite copine prend du temps pour arriver. Il continue d'attendre, mais toujours aucun signe de Catalina. Il a du mal à comprendre ce qui peut bien la ralentir ainsi. Normalement, en voiture, la durée du trajet entre la maison de la jeune femme et le centre commercial ne devrait pas dépasser 15 minutes. Enfin ça, c'est en théorie. Dans la pratique, il y a peut-être eu un embouteillage causé par un accident ou une raison de la sorte. Ézéchiel se dit qu'il suffit de patienter encore un peu. Mais voilà que 30 minutes se sont écoulées et il n'y a pas de signe de Catalina. Elle n'est pas là, mais elle n'a prévenu aucun de ses amis non plus. Cela commence à faire long. Et logiquement, le petit groupe commence à se poser des questions. C'est même une forme d'angoisse qui grandit, puisque personne ne parvient à joindre la jeune femme de 21 ans. Ézéchiel, désemparé, décide donc de contacter Lucia, la sœur de sa petite amie. Peut-être qu'elle a plus d'informations à partager, et qu'elle sait où se trouve Catalina. Cependant, les espoirs du jeune homme retombent rapidement. Lucia n'a aucune idée de l'endroit où pourrait se trouver sa sœur. En réalité, elle n'a pas eu de nouvelles de Catalina depuis la fin de la journée. Là, une tension s'installe. Si Catalina n'est pas au bowling, si elle n'est pas chez elle non plus, et si personne n'est entré en contact avec elle, ce n'est vraiment pas bon signe. Personne n'ose le dire, mais tout le monde le pense. Paniquée suite à ce coup de téléphone, Lucia ne perd pas une seule seconde et prévient ses parents. Peut-être que eux sauront quoi faire, mais en fait, non. Eleonora ne sait pas par où commencer à chercher. Marcelo, lui, tente à nouveau d'appeler sa fille. C'est alors qu'il tombe directement sur la messagerie vocale. C'est un très mauvais signe. Encore une fois, la famille Gutiérrez n'a plus le choix. Il est temps de mettre au parfum les forces de l'ordre. Les parents de la disparue foncent au poste de police du quartier. Et ils ne sont pas les seuls à s'y rendre. Le groupe d'amis que Catalina devait rejoindre est aussi présent. Au commissariat, tout le monde partage les informations dont il dispose. Eleonora mentionne que sa fille a emprunté sa voiture. Elle est partie aux alentours de 21h. Ézéchiel, le petit ami, fait écouter le message vocal que Catalina lui a envoyé et qui est aussi le dernier signe de vie de la jeune femme. Pendant ce temps, le reste du groupe d'amis appelle toutes les connaissances de l'étudiante afin de s'assurer qu'ils ne passent pas à côté d'une information précieuse. Et bien sûr, parmi toutes ces personnes, la première à être appelée c'est Nestor Soto, l'un des meilleurs amis de Catalina, si ce n'est son meilleur ami tout simplement. Lui aussi est âgé de 21 ans. Il étudie l'architecture à l'université également, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a connu Catalina. Parce qu'en réalité, le jeune homme n'a aucune famille à Cordoba. Il n'est même pas du coin. Il vient du sud de l'Argentine, de Bariloche plus précisément. C'est là-bas qu'il a toute sa famille et ses amis. Seulement, pour ses études, il a dû déménager dans la deuxième ville du pays. Sauf que débarquer ainsi, dans un tout nouvel environnement, ce n'est pas facile pour tout le monde. Surtout lorsqu'on est un peu isolé, comme c'est le cas de Nestor. Mais il a eu de la chance. Il a croisé la route de la merveilleuse Catalina, qui a un cœur en or. En discutant avec le jeune homme, elle a compris qu'il était un peu perdu. Alors elle a décidé de ne pas le laisser de côté. Elle l'invite régulièrement chez elle. Il connaît bien Eleonora et Marcelo. Et comme il habite juste à côté, elle l'accompagne presque tous les jours pour se rendre en cours. Nestor est réellement devenu une personne incontournable dans la vie de Catalina. C'est pour ça qu'il est contacté, pour savoir s'il a eu de ses nouvelles. Sauf que là encore,
C'est une réponse négative qui sort de la bouche du jeune homme. Lui aussi est inquiet à présent. Il n'est pas entré du tout en communication avec sa meilleure amie ce soir. Vraiment préoccupé par la situation, lui aussi décide de se rendre au poste de police pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice en vue de retrouver la jeune étudiante en architecture. Nestor dit tout ce qu'il sait aux policiers, mais c'est Lucia qui a peut-être l'opportunité de faire avancer cette enquête. La sœur de Catalina se souvient d'un point important. 1 mois plus tôt, toutes les deux se sont partagées la localisation de leurs téléphones respectifs, par mesure de sécurité justement. Lucia possède donc une clé d'accès sécurisée reliée directement au téléphone portable de Catalina, lui permettant de connaître sa position grâce à son appareil. Lucia ne perd donc pas une seule seconde. Avec les policiers comme témoins, elle utilise sa clé d'accès pour savoir où se trouve le téléphone de sa sœur. C'est un moment de tension palpable. Où Catalina peut-elle bien se trouver ? Lucia accède donc à la position du téléphone de sa sœur. Quand elle observe le résultat, il est indiqué que le téléphone devrait se trouver quelque part dans le quartier d'Ampliación Kennedy. Ce quartier se situe au sud de la ville de Cordoba, mais surtout, il est à 2 km seulement de la maison familiale des Gutiérrez. La police envoie immédiatement une équipe sur place afin de vérifier le coin, en espérant retrouver la jeune étudiante. Sur place, les agents découvrent une route de gravier, traversant ce qui s'apparente à un terrain vague. Ils ont bien fait de venir. Il y a un seul véhicule garé dans cette rue, une Clio 2. Elle correspond en tout point à la voiture d'Eleonora, la mère de Catalina. Cela pourrait sonner comme une bonne nouvelle, sauf qu'au contraire, l'inquiétude augmente. La voiture est partiellement carbonisée. En observant à l'intérieur, il y a un corps qui repose sur la banquette arrière. Et il s'agit de celui de Catalina Gutiérrez. Au premier coup d'œil, les enquêteurs ne constatent pas de lésions sur le cadavre qui pourraient indiquer la cause de la mort. Il n'y a pas de traces de coups de couteau, pas d'impact de balle sur la peau, mais il y a bien eu un meurtre ici. Le corps de la jeune femme est en mauvais état. Elle a été battue. Elle est recouverte d'échymose et il ne fait aucun doute qu'elle a été brutalement agressée. Et puis il y a cette puissante odeur qui se dégage de l'habitacle. De l'alcool a été déversé partout. Les sièges sont imbibés de ce liquide inflammable qui a sûrement été utilisé pour tenter de brûler la voiture. Les criminels ont souvent recours au feu, pour une raison très simple. Il efface beaucoup de traces et complique grandement la tâche des forces de l'ordre. Sauf que dans ce cas, le meurtrier n'a pas été précautionneux. L'incendie n'a pas pris complètement. Et la voiture, tout comme le cadavre de la victime, n'est pas partie en fumée. La police scientifique comprend vite pourquoi le plan de l'assassin a échoué. Celui-ci a fermé les portes ainsi que les fenêtres du véhicule. Autrement dit, le tueur a étouffé le feu, qui n'avait plus d'oxygène pour consumer le reste de la Clio et le corps sans vie de Catalina. Ce meurtrier manifestement peu expérimenté, parce que c'est une grossière erreur, a ouvert une faille pour les enquêteurs, et notamment pour le médecin légiste, qui obtient ainsi une chance de comprendre comment la jeune femme est morte. La triste nouvelle est communiquée aussitôt à la famille Gutiérrez, qui s'effondre. C'est un choc complet. Ézéchiel, Nestor, ainsi que tous les amis de Catalina apportent leur soutien aux proches de la pauvre étudiante. La police, quant à elle, est sur la piste de ce tueur de sang-froid. Et la première hypothèse est celle d'une tentative de vol qui aurait mal tourné. Cela fait sens. Le tueur a fait preuve d'un cruel manque d'expérience. Et il a peut-être commis un crime d'une nature différente de ce qu'il a pour habitude. Sauf que cette idée tombe rapidement à l'eau. À cause d'un détail, les effets personnels de la jeune femme sont encore présents dans la voiture. Son téléphone portable, son sac avec de l'argent à l'intérieur, ses bijoux, bref, tout ce qu'un voleur pourrait dérober. Pourquoi alors aurait-il laissé tout ça ? Il semblait pourtant avoir du temps pour commettre le vol, puisqu'il en a eu pour préparer l'incendie de la voiture. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un voleur et ce n'est sûrement pas un rôdeur non plus. Pour les enquêteurs, c'est autre chose. C'est certainement personnel. Il faut donc se tourner vers l'entourage de la victime. Pour les policiers, il y a quelqu'un qui a menti parmi les proches. Alors, la police argentine prend la décision de faire passer sur le grill toutes les personnes qui avaient un lien fort avec Catalina.
C'est difficile pour beaucoup d'entre eux. La perte de leur ami fait mal, mais pour les enquêteurs, il faut trouver celui ou celle qui joue la comédie. Et il y en a un qui retient leur attention. Ezequiel Novio, le petit ami. N'y aurait-il pas une histoire de jalousie? Un petit copain pervers narcissique? Si les enquêteurs pensent ceci, c'est en partie à cause des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il pourrait tout à fait être le terreau pour un mobile dans une affaire de meurtre. Après tout, Catalina était jolie, populaire, et de nombreux garçons auraient aimé la côtoyer. Mais alors que la pression se fait de plus en plus forte sur les épaules d'Ezequiel, soudainement, l'attention des policiers se porte sur une autre personne, Nestor Soto, le meilleur ami. Au moment de répondre à de simples questions de routine, celui-ci commence à bafouiller. Ses réponses ne sont pas claires, elles sont même floues, voire contradictoires. La police se concentre alors sur son cas, et franchement, c'est pas bon signe. Ça sent d'autant plus mauvais pour lui que les enquêteurs lui demandent l'autorisation de fouiller son téléphone. Étonnamment, Nestor accepte. Le jeune homme est libéré le temps des contrôles. Puis, les agents se penchent sur les données de ce téléphone. C'est avec surprise qu'ils découvrent que l'appareil de Nestor a été localisé au même endroit et au même moment où le corps de la victime a été retrouvé. C'est une surprise parce que le jeune homme leur a remis directement son téléphone. S'il avait été coupable, il aurait peut-être essayé de trouver un stratagème pour éviter de remettre une preuve incriminante. Quoi qu'il en soit, avec un tel indice, le meilleur ami de Catalina devient le suspect numéro 1 dans cette affaire de meurtre. Mais pourquoi aurait-il tué une fille qu'il semblait apprécier, qu'il l'a aidé également et qui se souciait de lui? D'autant plus qu'il est un bon garçon. Il n'est pas un criminel, en tout cas, il n'en a pas le profil. Les enquêteurs comptent bien comprendre. Alors ils convoquent à nouveau Nestor pour qu'il s'explique. Et alors que durant son premier interrogatoire, il avait exprimé des contradictions, au cours de cette seconde session, il va littéralement paniquer. Nestor montre des signes d'anxiété évidents. Il transpire, il gigote et il tremble. La pression, cela ne lui réussit pas. Et les policiers le remarquent bien. Pourtant, il s'obstine. Le soir du meurtre, il était chez lui. Quoique, plusieurs questions plus tard, il reconnaît qu'il est sorti. Il devait s'entraîner. Nestor pratique les arts martiaux. Et le soir du meurtre, vers 20h, il est sorti pour se dépenser un peu. Mais ensuite, il est rentré. Et c'est tout. Rien d'autre. D'accord. Mais les enquêteurs ne vont pas se contenter de ces quelques affirmations impossibles à vérifier. Ils veulent savoir s'il est entré en contact avec Catalina ce jour. Et s'il était informé qu'il y avait une sortie au bowling organisée également. Nestor indique qu'il n'a pas parlé à son ami. Et il ne savait pas non plus que le groupe se réunissait. Là, c'est un problème. Les policiers savent qu'il ment. Ils le savent parce que parmi le groupe d'amis, l'une des filles interrogées affirme que, à la demande de Catalina, elle a expressément invité Nestor à cette partie de bowling. Instinctivement, les agents ont plus envie de croire le témoin que le garçon en face d'eux. D'ailleurs, lorsqu'ils le mettent face à ce témoignage, Nestor devient de plus en plus nerveux. Il regarde de tous les côtés, comme s'il cherchait un moyen de s'en sortir. Mais dans cette pièce, tout le monde le sait. Il est fait comme un rat. Après quelques minutes de silence, Nestor reprend la parole. Ses propos sont graves. Il avoue le meurtre de sang-froid de sa meilleure amie. Mais que s'est-il passé? Pourquoi a-t-il fait ça? Si Nestor a décidé de tuer sa meilleure amie, c'est parce que, secrètement, il était fou amoureux d'elle. Alors je sais, cela paraît contradictoire. Pourquoi tuer la personne que l'on aime? Eh bien, il y a une raison. Mais la police doit encore attendre avant de tout saisir dans les moindres détails. Parce qu'un avocat va défendre Nestor. La famille Gutiérrez, qui découvre les aveux de Nestor, est abasourdie. Ce garçon, elle le connaît très bien. Il est gentil. Comment a-t-il pu faire une telle chose? Et surtout, comment a-t-il pu pleurer à leur côté en apprenant le décès de Catalina, alors qu'il est le tueur? D'ailleurs, personne n'a jamais remarqué une quelconque attirance de la part de Nestor pour Catalina. Cela paraît presque inventé. C'est si choquant pour les proches de la victime qu'ils pensent que les forces de l'ordre font fausse route. Et cela ne serait pas la première fois que la police ferait erreur. Mais là, les policiers sont certains qu'ils tiennent le meurtrier. Déjà, à cause des interrogatoires qu'ils ont menés et des aveux qu'ils ont obtenus.
Ensuite, parce qu'il y a les positions GPS du téléphone du suspect. Et enfin parce que, contrairement à la famille, les enquêteurs savent qu'il n'est pas un gentil garçon. Des filles ayant côtoyé Nestor affirment qu'il pouvait être oppressant. L'une d'entre elles témoigne. Elle explique que lors d'une sortie scolaire au lycée, elle a été la victime du comportement de Nestor. Alors que tout le monde dormait dans des tentes, le garçon aurait attendu que tout le monde se couche. Ensuite, il serait entré dans la sienne, se serait collé à elle et l'aurait agressée sexuellement. Seulement, la jeune fille ne se serait pas laissée faire et aussitôt aurait crié pour appeler à l'aide. Il aurait réussi à fuir de la tente avant d'être pris en flagrant délit. Les plaintes de la jeune fille auprès de la direction du lycée, même en insistant, n'auraient mené à rien. Elle n'est jamais allée se plaindre à la police. Elle s'est dit que si la direction du lycée ne la croyait pas, il n'y avait pas de raison pour que cela en soit autrement avec les forces de l'ordre. Évidemment, du côté de Cordoba, personne ne connaissait ce passé sombre chez Nestor, qui a bien caché son jeu, il faut l'admettre. Tandis que la police cerne de mieux en mieux la sombre personnalité de Nestor Soto, le rapport du médecin légiste arrive sur le bureau des inspecteurs de police. La cause de la mort de Catalina a été décelée. La jeune femme est morte suite à une asphyxie après une strangulation. Ce point est certain. En revanche, il est impossible de savoir si le tueur a utilisé ses mains ou un objet pour parvenir à ce triste résultat. Dans le rapport, il est aussi indiqué que Catalina s'est vaillamment défendue. Elle a de nombreuses marques défensives au niveau des bras. Malheureusement, cela n'a pas suffi à la sauver. Le médecin légiste confirme aussi que le meurtrier a tenté de faire disparaître les preuves en déclenchant l'incendie, les brûlures sur le corps de la jeune femme ayant été causées post-mortem. L'expert médico-légal bute sur un point. La victime a été ligotée et bâillonnée. Et même si l'on aurait tendance à penser que cela s'est produit avant la mort de Catalina pour l'immobiliser, il est impossible de le prouver. Or, cette démonstration est un enjeu majeur. Parce que dans le cas où Nestor l'aurait ligotée avant de la tuer, cela signifie qu'il aurait tout planifié. Autrement dit, le meurtre aurait été prémédité et pour un procès éventuel, cela change beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, les policiers commencent à y voir plus clair dans toute cette histoire. Et ils ont une hypothèse. D'après eux, Catalina n'a pas été tuée dans sa voiture, mais à l'appartement de Nestor. S'ils émettent cette théorie, c'est parce qu'ils ont visionné les images de vidéosurveillance du quartier où vit le jeune homme. Et en face du bâtiment où il réside, il y a des caméras qui ont capturé l'étudiant en train de porter le corps sans vie de Catalina. Nestor déplace le cadavre pour le mettre dans le véhicule qu'il compte incendier quelques temps plus tard. D'autres images permettent de voir le corps de Catalina sur la banquette arrière de sa voiture, dans la même position dans laquelle elle sera retrouvée plusieurs heures après. Enfin, les dernières images, prises à 22h22, montrent Nestor conduire sur la route menant à l'endroit où le corps de la jeune femme a été abandonné. Donc, en se basant sur les images de vidéosurveillance, Catalina était déjà morte avant d'être placée dans sa voiture. Elle a bien été tuée dans l'appartement du suspect, selon les policiers. Mais ce n'est pas tout. Une bague appartenant à la victime est également découverte chez Nestor. Une bague qu'elle portait avant de partir de chez elle. Mais bien sûr, il est impossible de savoir si la jeune femme n'a pas décidé de lui offrir cette bague, même si cela semble tiré par les cheveux. En tout cas, elle prouve sa présence à l'appartement de Nestor, tout comme ses cheveux, qui sont aussi retrouvés éparpillés dans tout le logement du suspect. Pour les policiers, un scénario clair se dégage. Nestor a piégé sa meilleure amie. Il lui a demandé de venir le chercher pour aller au bowling. Sauf que le jeune homme n'avait aucune intention de se rendre là-bas. Ce 17 juillet vers 21h, Catalina est arrivée chez lui. Autour de 21h30, le crime a été commis. Une heure plus tard, Nestor abandonne le corps de sa meilleure amie dans sa voiture et y met le feu en espérant faire disparaître toute trace de son implication. Mais pourquoi l'avoir tué ? Tout simplement parce que Nestor aurait tenté de briser la barrière de l'amitié avec Catalina, qu'il aurait repoussée. La frustration du jeune homme l'aurait conduit à l'attaquer. D'après le médecin légiste, Catalina se serait évanouie suite à un coup porté au niveau de sa tête. C'est alors que l'amoureux éconduit en aurait profité pour l'étrangler. C'est ensuite, ne sachant pas si Catalina était décédée ou non, que Nestor l'aurait ligotée puis placée dans la Clio avant d'y mettre le feu. Oui, il n'aurait eu aucun scrupule à la brûler vivante.
Puis le suspect est retourné à son appartement, en espérant que toutes les preuves soient effacées dans l'incendie. Mais comme vous le savez, l'erreur qu'il a commise en fermant les portes et les fenêtres du véhicule a empêché le feu de détruire les indices. La police soupçonne qu'un complice soit mêlé à ce meurtre, parce qu'un témoin vivant dans l'immeuble du tueur explique avoir entendu plusieurs voix, celle de 2 hommes, émettant l'hypothèse de brûler une voiture, une Clio en l'occurrence. Mais pour l'instant, Nestor persiste. Il a agi seul. Son procès doit avoir lieu prochainement et s'il est reconnu coupable du meurtre de sa meilleure amie, Catalina Gutiérrez, il risque la plus haute peine prévue par le code pénal argentin, c'est-à-dire la prison à vie. En attendant, Nestor Soto est maintenu en prison jusqu'au délibéré du jury populaire. Voici pour cette histoire tragique. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez « trahison » en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément et c'est juste là. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.